Bonjour, je m'appelle Teddy Linet, je suis gynécologue obstétricien au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan à Challans en Vendée. Et nous allons aborder la contraception du post-abortum. Et pour ce faire, nous allons utiliser les recommandations pour la pratique clinique de 2016 qui ont été réalisées par Alexandra Oanessian et Christian Jamin. La pratique fait que dans la vraie vie, la vie reprend et qu'après une interruption volontaire de grossesse, eh bien, la sexualité aussi. Et on estime à peu près une femme sur 4 les femmes qui ont des rapports sexuels après une interruption volontaire de grossesse, avant même qu'elles aient eu le temps de nous voir lors de la visite d'après. Ce d'autant que, encore une fois, comme pour le postpartum, dans le post-abortum, les patientes ne reviennent malheureusement pas toujours nous voir dans la visite d'après. Du coup, il est important pour nous d'envisager la contraception avant même cette visite, et donc c'est le moment, lors de la première consultation, d'envisager la contraception dans sa globalité, les échecs, et ses avantages et ses inconvénients. La visite de suivi permet de confirmer un petit peu les choix de la femme et de comprendre un petit peu si on rentre en adéquation ou pas avec sa vie ou si les changements sont nécessaires parce que parfois entre l'idée initiale lors de la visite première, il y a des différences par rapport à la visite de suivi chez ces patients qui reviennent nous voir. Comme on le retrouve dans beaucoup de situations, en post-IVG, les contraceptions réversibles d'action longue sont encore une fois plus efficaces que les autres contraceptifs pour limiter le risque de grossesse non prévue et donc la répétition des IVG. On a des études qui sont des études cas témoins qui montrent que dans ce contexte particulier, le choix d'un implant contraceptif, d'un dispositif intra-utérin au cuivre ou d'un système intra-utérin au lévonorgestrel va diminuer les grossesses non prévues. Il est donc nécessaire, lors de la consultation initiale, d'insister sur l'efficacité pour pouvoir avoir un vrai choix au niveau des patientes qui soit centré et sur l'aspect pratique et sur l'efficacité lorsqu'il y a une grossesse non prévue. La contraception œstroprogestative est une contraception très choisie en France. Ce n'est pas forcément la plus efficace, mais c'est souvent celle que choisiront les femmes dans les suites d'une interruption volontaire de grossesse. On va globalement avoir toujours deux situations dans une interruption volontaire de grossesse, celles qui ont choisi l'interruption instrumentale et celles qui ont choisi l'interruption volontaire médicamenteuse. Il y a suffisamment de données dans l'interruption volontaire de grossesse instrumentale sur l'utilisation des œstroprogestatifs qui peuvent être débutées au plus tôt, c'est-à-dire le jour même de l'interruption volontaire de grossesse si nécessaire pour les contraceptions orales. Il existe d'autres types de contraception œstroprogestatifs non orales que sont le patch et l'anneau. Il y a moins d'études, mais même l'anneau vaginal, qui pourtant se situe dans un endroit qui dans les suites d'une interruption volontaire de grossesse, est tout à fait adapté dans les suites immédiates et on peut le proposer au plus tôt aussi. Dans l'interruption médicamenteuse, on peut se poser la question de l'interaction entre les œstroprogestatifs et la mifepristone, qui a un impact anti-hormonal. Donc les gens peuvent éventuellement se poser spontanément la question est-il nécessaire ou pas de le prescrire et quand le prescrire. Généralement, on peut instaurer un œstroprogestatif le jour du misoprostol. C'est tout à fait acceptable puisqu'on arrive à la période où la mifepristone a moins d'intérêt. Ce sont des études qui sont un petit peu moins puissantes, mais on peut garder ça comme idée. Pour les microprogestatifs, c'est une pratique très française et finalement, on va être obligé d'être sur des accords professionnels car les études sont manquantes. Donc, on va pouvoir extrapoler les données des œstroprogestatifs sur les microprogestatifs, donc la pilo-disogestrel 75 ou la pilo-lévonorgestrel 30. Donc, en cas d'IVG instrumental, on peut instaurer le traitement dès l'interruption de grossesse, donc le jour de l'intervention. Et pour les VG médicamenteuses, eh bien, la prise pourrait être commencée lors du début du misoprostol. Pour l'implant contraceptif, on a des données qui sont complémentaires, qui sont intéressantes. Pour les VG instrumentales, il n'y a aucun souci, hein, on peut tout à fait instaurer et insérer un implant lors de l'interruption volontaire de grossesse, donc le jour de l'intervention. Mais en cas d'interruption volontaire médicamenteuse, on aurait pu aussi encore une fois se poser la question de l'impact de la mifepristone et de l'implant. Est-ce que le fait d'insérer un implant ne diminuerait pas l'efficacité de la mifepristone? On a quelques données d'études cas témoins qui sont très rassurantes et qui nous laissent supposer que les patientes peuvent avoir une pose d'implant le jour de la prise de mifepristone. Pourquoi c'est important? Parce que les patientes, lors de la prise de misoprostol, ne sont parfois à la maison, donc ne sont pas vers nous. Donc il est possible de le faire lorsque les patientes viennent nous voir, lorsque l'on donne les comprimés, on peut poser l'implant contraceptif. Et encore une fois, comme malheureusement elles reviennent
en partie certaines ne reviennent pas nous voir lors de la visite d'après, cela permet d'avoir un taux d'utilisation qui est supérieur à une pose plus tardive. Pour le dispositif intra-utérin, il y a eu des freins qui étaient assez forts de la part de certains praticiens pour la pose d'un implant lors d'une interruption volontaire de grossesse instrumentale. Or, les études ont montré que non seulement c'était réalisable, non seulement il n'y avait pas beaucoup plus de risques d'expulsion, mais qu'en tenant compte des patientes qui ne reviennent pas lors de la visite post-opératoire, on se rend compte que l'utilisation d'un dispositif intra-utérin lorsque cela a été réalisé le jour de l'interruption volontaire de grossesse est plus importante chez les patientes qui l'ont eu dans cette partie-là que chez les patientes qui l'ont eu en pause plus tardive ou qui ne sont pas venues. Et on s'est même rendu compte que sur une étude du New England, que la tolérance de dispositifs intra-utérins semblait plus importante chez les patientes qui avaient eu une pause précoce. En cas d'IVG médicamenteuse, on a moins d'études, puisqu'on se retrouve dans le cas où on ne peut pas le poser le jour de la mifepristone, car la grossesse est encore évolutive au moment où on voit la patiente. Par précaution, on va demander aux patientes de venir nous voir pour réaliser une échographie, pour vérifier l'absence de grossesse avant la pose d'un dispositif intra-utérin chez les patientes qui ont une IVG médicamenteuse. Alors, lors de notre pratique quotidienne, l'idée n'est pas de vérifier s'il y a ou pas la présence de caillots dans l'utérus, il y en a souvent. La seule chose qui va nous limiter sur la pose d'un dispositif intra-utérin sera l'échec de l'interruption volontaire de grossesse et la présence d'une grossesse toujours évolutive ou d'un œuf intra-utérin. Pour les méthodes barrières et les méthodes naturelles, ce sont des méthodes qui sont d'efficacité moindre, donc c'est vraiment des méthodes de deuxième intention, particulièrement dans les suites d'une interruption volontaire de grossesse. Certaines patientes sont assez opposées à l'idée d'une contraception médicalisée et dans ce genre de contexte, eh bien, les méthodes barrières sont les moins mauvaises des méthodes non médicalisées. Et à ce moment-là, c'est à nous de pouvoir connaître un petit peu les avantages et les inconvénients de ces méthodes pour les proposer aux patientes, en sachant qu'il faut être réaliste sur le taux de grossesse et sur le risque d'échec dans ce contexte. Malheureusement, dans les suites d'IVG, les études spécifiques sont faibles car ce sont des méthodes non médicalisées et les patientes souvent en fait, le réalisent sans même nous demander un petit peu ni notre avis, ni qu'on puisse avoir particulièrement de suivi. Pour la contraception définitive, la ligature tubaire après interruption volontaire de grossesse, on est contraint à respecter la loi du 4 juillet 2001, donc il y a 4 mois de délai entre le moment où la patiente vient voir en interruption volontaire de grossesse et le moment où on pourrait éventuellement réaliser ce geste, ce qui veut dire qu'entre le moment où le geste va être réalisé et le moment où on voit la patiente, il faudra quand même envisager une contraception intermédiaire entre ces deux temps. Il n'y a aucune évaluation intéressante après interruption volontaire de grossesse, donc c'est un accord professionnel. Une patiente qui choisit une contraception définitive, c'est un choix qui est tout à fait légitime, c'est une excellente contraception et à nous d'accompagner la patiente pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Ce sont des patients qui aussi sont un petit peu moins suivis d'un point de vue médical, donc il faudra essayer aussi de les valoriser, de bien les accompagner dans leur choix, car comme par exemple pour la visite d'après, on a un taux d'abandon et un taux d'absence de visite en consultation qui est important. Au final, pour parler de l'interruption volontaire de grossesse et de la contraception, il faut débuter la contraception au plus tôt, car la patiente va reprendre une vie sexuelle assez tôt. Elle ne vient pas toujours en consultation, donc on va vraiment, ce temps privilégié de la première consultation, c'est un temps sur lequel il faut bien insister. Il faut essayer de comprendre un petit peu les échecs contraceptifs pour s'adapter au mieux à la vie de la femme. Donc le choix de la contraception doit être fait en accord avec ses attentes et ce mode de vie. L'information doit être claire. Certaines patientes ont des angoisses qu'il faut savoir lever. Il faut être objectif, donner des faits qui puissent être vérifiables, personnalisé à l'histoire de la femme, en respectant bien sûr les contre-indications. Et encore une fois, si la patiente pouvait choisir les LARC, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin, le système intra-utérin ou lévonorgestrel ou l'implant contraceptif, eh bien on aurait une patiente avec un plus faible risque de grossesse non prévue. Je vous remercie.